reprendre nos travaux, si vous le voulez bien. Ça m'a fait l'honneur de me demander de présider cette table ronde. Comme la table ronde précédente, nous sommes enfermés dans des contraintes horaires un peu fortes. Donc, je demanderai aux intervenants de bien vouloir respecter et limiter leurs interventions, de façon à ce que nous puissions avoir terminé aux alentours de 2h05, 16h05, pardonnez-moi, ce qui correspond à 2 heures de table ronde. Voilà. Autre contrainte, nous avons 2 intervenants qui doivent prendre un avion assez rapidement et donc qui interviendront les premières. Je crois que la première, c'est Madame Elena Mondo, qui est Senior Technical Advisor à Open Budget Initiative. C'est ça? Oui. Merci. Je vous cède la parole. Merci. Je dois trouver la présentation. C'est ici. OK. Sinon? Oui, parfait. Merci pour me donner la parole. Je suis vraiment contente d'être ici. Et peut-être que je présente une perspective un peu différente de ce qu'on a écouté ce matin, parce que je travaille dans une organisation internationale qui s'occupe de la transparence fiscale dans le monde. Donc je montre une perspective globale et qui peut-être, j'espère, va donner des idées qui peuvent être intéressantes pour le contexte français. Et en particulier, je travaille depuis beaucoup d'années sur l'enquête sur le budget ouvert, qui nous considérons pas seulement comme une recherche, mais aussi comme un moyen de renforcer les interactions entre les citoyens et les gouvernements. Donc, ce matin, on a parlé beaucoup de l'aspect juridique et du rôle des institutions pour combattre la corruption, mais j'ajouterais une autre variable qui est le rôle que les citoyens peuvent jouer comme complément à ce que les institutions officielles font dans ce sujet. Et je commence avec une des phrases que nous avons inclus dans le rapport global des résultats de l'enquête, du dernier rapport sur l'enquête sur le budget ouvert, et qui reprend un peu ce que M. Gaucher a dit ce matin. Donc, il se passe quelque chose d'étrange avec la démocratie. Tout le monde semble la vouloir sans pour autant le croire. Et ça reflète ce que nous avons trouvé dans beaucoup de travail que nous faisons avec la société civile dans beaucoup de pays autour du monde. Eh bien, il y a une baisse de confiance du public dans les institutions démocratiques. On a déjà discuté la mauvaise généralité des fonds publics, une perception de la corruption plutôt haute, des inégalités croissantes, et aussi le fait que les gouvernements n'ont pas voulu ou pas réussi, je ne sais pas, répondre à ces défis. Et donc, dans ce contexte-là, nous pensons en tout cas que les décisions sur la manière dans laquelle le gouvernement collecte et dépense les fonds publics sont au cœur des pratiques démocratiques et aussi de la capacité des sociétés à répondre aux besoins des citoyens. Et donc, le budget, en particulier un budget transparent et participatif, est un moyen vraiment puissant pour faire en mesure que les interactions et la confiance du public vers le gouvernement puissent accroître, puissent être plus forts. Et dans ce contexte-là, nous publions chaque 2 ans l'enquête sur le budget ouvert. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette enquête? L'enquête est une évaluation régulière, comparative et indépendante de la transparence et de la redevabilité budgétaire dans le monde. Elle est réalisée sous la supervision de l'International Budget Partnership, qui est l'organisation avec laquelle je travaille, mais elle est réalisée par les experts budgétaires
indépendants dans chaque pays. Les questions de l'enquête sont basées sur des normes internationales, telles comme le manuel de transparence fiscale de l'FMI ou les bonnes pratiques internationales de l'OCDE, ou bien le framework, le cadre PEFA, en particulier la partie sur la transparence publique, des finances publiques. Et elle évalue des faits observables avec 145 indicateurs. Donc il y a beaucoup de questions qui couvrent 3 domaines, je les décrirai dans la prochaine slide. Et une enquête régulière, donc la 6e enquête a été publiée en janvier, c'était l'enquête 2017, mais il y a des autres précédentes qui ont commencé en 2006, continué en 2008, 10, 12, 15. Et maintenant, elle couvre 115 pays, y compris 13 nouveaux pays qui sont inclus dans l'enquête 2017. Donc on cherche vraiment d'avoir une dimension comparative et globale. Nous évaluons dans l'enquête 3 domaines. Et comme j'ai dit, pour nous, c'est vraiment important de considérer l'enquête comme en moyenne pas seulement de recherche, mais en moyenne pour mettre sûr que les gouvernements peuvent mettre en place des réformes en matière de transparence et de redevabilité budgétaire. Et donc, l'enquête permet de souligner ce qui ne marche pas dans un système budgétaire, mais aussi d'encourager les gouvernements à faire des changements. Les 3 domaines que sont évalués dans l'enquête sont les 3 piliers que pour nous sont les piliers fondamentaux d'un système de redevabilité budgétaire qui fonctionne bien. En premier lieu, nous évaluons la transparence. Nous avons 109 indicateurs qui sont utilisés pour calculer l'indice sur le budget ouvert, qui évalue si les gouvernements publient à temps important et de manière exhaustive 8 documents budgétaires clés selon les bonnes pratiques internationales et pendant toutes les phases du processus budgétaire. Le deuxième thème que nous évaluons est le contrôle, ou bien la possibilité des institutions de contrôle formel, donc le Parlement et l'institution supérieure de contrôle, de faire sa fonction de surveillance sur le processus budgétaire. Et le troisième domaine est la participation publique dans le processus budgétaire. Et en particulier, ce domaine est nouveau. Je veux dire, c'est une nouvelle activité de travail. Mais l'idée est que la participation des citoyens peut être complémentaire et aider pas seulement à accroître la confiance des citoyens dans le gouvernement, mais aussi d'une manière plus concrète. Les citoyens sont sur le terrain, donc ils peuvent aider à découvrir des mauvaises pratiques quand on parle de gestion des finances, spécialement à niveau local. Peut-être qu'à niveau national c'est plus difficile, mais bien sûr, les citoyens sont sur le terrain, ils peuvent aider les institutions officielles. Par rapport au premier domaine, donc la transparence, je dois constater, donc l'enquête constate que les gouvernements ne mettent pas à la disposition du public suffisantes informations pour lui permettre de comprendre, de débattre et de participer dans le processus budgétaire. Et peut-être que cette image vous donne, les couleurs ne sont pas trop claires, mais cette image vous donne une idée des résultats de l'enquête en matière de transparence. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vert dans cette image, mais les pays qui sont en vert sont les pays qui se portent bien dans l'enquête en matière de transparence, mais ces pays sont vraiment vastes. Donc, en vérité, 89 pays sur 115 ne fournissent pas suffisamment d'informations dans le processus budgétaire. Donc, le score moyen de l'indice sur le budget vert est seulement de 42 sur 100. Donc, le vert est un peu trompeux, si je peux dire ça. Donc, la transparence est limitée.
le niveau de transparence est limité à niveau global. Je ne vais pas parler beaucoup de la méthodologie, mais pour vous donner une idée, je dois dire que l'enquête, la partie de l'enquête de la transparence repose sur deux choses. Par rapport aux 8 documents budgétaires clés reconnus comme fondamentaux dans les pratiques internationales. La mise à disposition du public de ces documents et l'exhaustivité de ces documents. Nous avons une définition vraiment précise de ce que nous voulions dire par mise à disposition du public. Et ça, c'est parce que nous voulions être sûrs qu'on peut comparer les pays et on peut utiliser d'une manière objective dans l'enquête. Donc, nous avons la même définition pour chaque pays. Il y a des délais précis pour la publication des documents budgétaires, bien selon les pratiques internationales. Et une autre chose que nous avons utilisée pour être sûr qu'on garantit la comparabilité des pays est une date limite. Donc, l'enquête considère les événements et les documents publiés jusqu'au 31 décembre 2016. Tout ce qui se passe après ça sera relevé dans la prochaine enquête. Ça, c'est vraiment pour garantir le même traitement pour tous les pays. Ici, dans cette image, je voulais seulement me concentrer sur la partie en jaune, parce que nous avons trouvé dans l'enquête que 40% des documents budgétaires clés n'est pas publié, mais il y a la moitié, plus ou moins la moitié de ces documents est déjà produit. Donc, il est important et il est facile aussi par le gouvernement de publier ces documents sans beaucoup d'efforts. Mais pourquoi est-ce que je me concentre beaucoup sur ces documents? Nous pensons que la publication des informations, en particulier en ce cas les informations fondamentaux basilaires sur le budget, est le premier pas pour faire en mesure que les citoyens connaissent ce qui se passe avec les ressources publiques. Et donc, la transparence n'est pas la solution à la corruption, mais c'est le premier pas. Donc, si les choses sont faites d'une manière transparente et claire, c'est plus difficile pour les fonctionnaires publics et tout le monde en général de cacher des choses. Et tous les fois que nous publions la recherche sur le budget ouvert, normalement nous faisons des analyses, des corrélations, des rapports de nos résultats avec des autres variables. Et chaque année, à chaque enquête, on trouve régulièrement qu'en moyenne, les pays qui publient des informations budgétaires suffisantes, donc qui se portent plus ou moins bien dans l'enquête, sont plus démocratiques, ils jouissent d'une plus grande liberté médiatique, sont moins dépendants des ressources pétrolières, même si la Norvège est une exception dans ce contexte-là, et ils ont une perception de la corruption plus faible. Peut-être ça n'est pas nécessairement ce ne sont pas des nouvelles informations, mais c'est pour bien voir la connexion entre une bonne performance à niveau de transparence et les autres variables. On a aussi constaté cependant que la transparence ne dépend pas d'un aspect régional ou culturel spécifique. Donc il y a des pays parmi le monde qui se portent bien dans l'enquête. Donc les 11 pays qui publient toutes les 8 documents budgétaires clés représentent vraiment beaucoup de caractéristiques diversifiées dans les régions du monde. Donc nous avons le Brésil, la Bulgarie, la Géorgie, l'Indonésie, le Pérou, la Jordanie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Suède. Donc vraiment il y a une différence très grande entre les pays qui se portent bien dans l'enquête. Si on regarde les changements entre une enquête et l'autre, malheureusement, nous devons constater que cette année, on a eu pour la première fois une diminution du score de l'enquête précédente à cette enquête. Donc, on a commencé à faire l'enquête en 2006, donc il y a plus de 10 ans de travail de recherche,
Mais ça, c'est la première fois, de 2015 à 2017, que leur score a baissé à niveau global. Donc, ça n'est pas une bonne nouvelle, mais si on considère une vision à plus long terme, on doit constater que entre 2008 et 2017, le score moyen de l'indice sur le budget vert a augmenté. Donc, il y a en tout cas des améliorations de la transparence à niveau global pendant les années. En plus, les documents qui sont publiés à niveau global sont plus exhaustifs que dans le passé. Donc, les citoyens peuvent utiliser plus d'informations sur le processus budgétaire que dans l'année 2006, par exemple. Et aussi, il y a beaucoup de pays qui ont fait des progrès vraiment solides dans le domaine de la transparence. Et donc, ça, c'est une évidence que tous les gouvernements peuvent faire des améliorations en termes de transparence sans beaucoup d'efforts et dans une période de temps courte. La transparence est seulement un des 3 domaines d'un système de redevabilité en bien fonctionnement. Mais dans notre enquête, nous avons aussi constaté que la manque de transparence est associée et aggravée par des conditions de participation publique faibles ou pas existantes, mais et aussi par des institutions formelles, des surveillances formelles faibles et inefficaces. Quelques détails seulement pour vous donner quelques exemples de ce que je veux dire comme ça, avec ça. Le score sur la participation citoyenne dans le processus budgétaire est seulement 12 sur 100, donc c'est vraiment faible. Et il y a seulement 4 pays qui illustrent des possibilités intéressantes mais limitées quand même de participation publique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et le Royaume-Uni. Si on regarde le contrôle par la législature, nous voyons que les parlements ne peuvent utiliser des activités de contrôle sur le processus budgétaire plus fort dans la phase d'approbation budgétaire, mais pas nécessairement pendant la phase d'exécution. Donc, bien sûr, pendant le processus budgétaire, il y a des changements dans les dépenses et les recettes, et c'est normal de faire des changements pendant l'exécution budgétaire. Mais ce que nous avons constaté est qu'il n'y a pas de transparence et pas de redevabilité, de contrôle sur comment l'exécutif gère ses ressources pendant l'exécution budgétaire. Par contre, il semble que les conditions de base pour les institutions supérieures de contrôle, parce qu'ils puissent exercer leur activité de contrôle, sont en place. Donc, en général, les institutions supérieures de contrôle présentent une bonne performance dans l'enquête. Bien sûr, il y a des différentes situations parmi les pays, mais ça, c'est sans ça, ce sont les résultats globaux. Et je termine simplement en disant qu'il y a une corrélation entre le niveau de transparence et la performance des pays dans les autres 2 domaines de système de redevabilité budgétaire. Ou bien les pays qui se portent bien en matière de transparence ont aussi des scores plus hauts en matière de participation budgétaire et de contrôle du processus budgétaire. Ce n'est pas nécessairement une chose surprenante, mais c'est bien à savoir que normalement le bon fonctionnement dans un domaine est corrélé à un bon fonctionnement dans l'autre domaine. Et je termine simplement pour dire qu'on a déjà discuté ce matin, il y a beaucoup des institutions involucrées dans ces processus. Donc, ce n'est pas seulement la responsabilité des gouvernements, de l'exécutif
réduire, pour accroître la transparence, réduire la corruption. Il y a des recommandations et des responsabilités par toutes les parties prenantes. Donc, nous avons des recommandations spécifiques pour le gouvernement, les institutions de contrôle, la société civile et les bailleurs, parce que chacun doit vraiment mettre en place des réformes et assurer que les informations sont mises à la public, mais aussi les espaces pour les citoyens de débattre et peut-être communiquer leur point de vue sur le budget soit en place. Je termine, je vous remercie. Je m'excuse pour être long, mais bon. Le travail que vous avez présenté est passionnant et très intéressant, donc effectivement, vous méritez bien plus de temps à présenter. Je suis obligé de serrer comme ça. Je note que vous avez insisté sur l'importance du rôle des citoyens, effectivement, dans la lutte contre la corruption. Et c'est vrai qu'on a un problème pour évaluer l'ampleur de la corruption, en fait, d'un point de vue macroéconomique. On est obligé d'en passer par des évaluations indirectes. Et votre travail fait partie de ces indicateurs de qualité qui nous permettent d'avoir une évaluation indirecte de l'ampleur de la corruption. C'est tout à fait important de souligner. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à votre voisine, maintenant, Madame Alina Oudja-Pisidi. Vous êtes professeure à la RT School of Governance à Berlin. Merci beaucoup. Merci à vous, des invités des gens de dehors, comme nous. Il y a 7 ans, quand je planifiais avec des amis un grand projet de recherche pour qui on a éventuellement réussi à trouver le fonds qui s'appelait Anticorp. Vous pourrez le trouver, ça s'appelle anticorp.eu. Elle a été fondée par l'Union européenne avec 10 millions d'euros. Alors, c'est toujours encore, je crois, le plus grand projet de recherche sur la corruption qui existe. Je cherchais des partenaires en France. Et je me suis adressée à quelqu'un que je croyais que c'était célèbre. En effet, c'était le président d'une des grandes écoles, à qui j'avais lu la thèse de doctorat en anglais, qui traitait de la corruption en 18e siècle à Florence, qui était vraiment un ouvrage super. Et il m'a dit que ce livre n'avait jamais été traduit en français et qu'en effet, il n'était pas la personne que je cherchais parce qu'il n'avait pas étudié la corruption après rentrer en France, après ses études dans un pays anglo-saxon. Parce qu'en effet, en France, étudier la corruption n'est pas quelque chose qui avance la carrière de quelqu'un dans l'académie. Alors, j'espère bien que ça s'est changé à 7 ans. Je vois en fait d'intérêt. J'étais un peu inquiète ce matin quand j'ai appris que la Sorbonne ne nous reçoit plus. J'ai dit, ah voilà, c'est pour ça qu'on fait de la corruption. On est déjà voilà. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est moi un argument. Vous pouvez trouver tout ça sur mon website et dans mes livres. Je publie avec Cambridge University Press. C'est mon website, c'est très simple, c'est www.againstcorruption.eu et on met là tous les instruments qu'on a développés. Ce que je vais essayer de vous donner un peu le flair, ce sont les instruments qu'on a développés avec tout cet argent public, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est avoir des instruments, des indicateurs et des données publiques qui permettent à beaucoup plus de chercheurs, en effet à n'importe qui, même à des hommes d'affaires qui sont vraiment fâchés contre le favoritisme parce qu'ils ne réussissent pas à gagner des contrats publics, à utiliser des documents publics comme ça et à se faire justice eux-mêmes. Voilà. Alors, finalement, je dois un peu expliquer notre mandat quand on a reçu ce grand projet de recherche qui a été suivi par des autres aussi. On en cherche toujours des partenaires et on encourage tout le monde d'utiliser les websites qu'on a créés. On a maintenant presque 20 ans
dans l'arène internationale. Je parle moins d'un pays quelconque aujourd'hui, même si j'ai quelques exemples de pays ici présents, simplement pour vous montrer comment les instruments fonctionnent. Mais quand même, on n'a pas de grands résultats. Hein. Ce que vous voyez ici, ce sont les résultats agrégés de l'estimation de la Banque mondiale du contrôle de corruption. On a développé des autres instruments, mais ça, je crois que c'est assez bon, parce que c'est une très bonne corrélation entre tous nos instruments. Pendant 15 ans, est groupé sur le revenu du pays. Alors, ce que vous voyez en dessus, c'est la ligne verte, qui est la ligne des pays les plus riches, et vous voyez que la ligne ne progresse pas, alors l'estimation du contrôle de corruption, c'est de 1 à 10, avec 10, le meilleur contrôle de corruption. Et vous voyez que, au plus, c'est une slide, c'est plutôt une régression. Elle n'est pas significative de toute façon, et alors les pays riches n'ont pas du tout évolué. Et vous savez qu'avec le Panama et le Paradise Paper, en effet, la perception de corruption, c'est qu'en effet, ils ont été surestimés. Puis, vous voyez le groupe de revenus qui est en dessus. Ils n'ont pas progressé du tout. En effet, si vous voyez, le regret est encore plus prononcé. Et en bas, c'est les pays en rouge, ce sont les pays les plus pauvres du monde. En effet, les pays où on donne beaucoup d'argent sur le compte contre la corruption. Si vous savez un peu les chiffres sont vraiment impressionnants. Le USAID, l'agence américaine, a donné vraiment une fortune dans les 10 dernières années pour lutter contre la corruption. Irak seulement a reçu $1 milliard pour lutter contre la corruption. Nous aussi, nous aussi, vraiment, en comprenant l'Union européenne, nous on a donné presque $1 milliard d'euros à la Turquie pour seulement rule of law, le programme que je peux trouver organisé comme état de droit et corruption. Et les résultats se connaissent. Alors, ce sont 2 décennies très intéressantes à évaluer parce qu'on a plus d'instruments qu'avant et aussi on a parlé plus de la lutte contre la corruption et on a investi beaucoup plus. Il y a 30 ans, on donnait simplement de l'aide au pays, on savait qu'on parle de ces aides et utilisées d'une façon corrompue, mais quand même on essayait de faire directement rien et alors on ne pouvait pas s'attendre à des résultats. Tandis que maintenant, on devait avoir quelques résultats parce qu'on fait quelque chose. Bon, là, j'ai beaucoup d'explications pour ça, que vous pouvez voir, mais quand même l'explication trop courte est parce qu'on lutte contre la corruption seulement par loi et convention qu'on n'applique pas. Et surtout, on lutte dans des pays où la loi n'est pas généralement appliquée, parce que ces pays n'ont pas atteint encore le niveau historique d'état de droit qu'on a besoin. Mais quand même, tout l'effort se concentre pour leur donner plus de lois et plus de régulations. Et maintenant, j'ai une très étroite corrélation entre être un pays très corrompu et avoir une multiplicité de lois et régulations. En effet, parce que c'est un ancien dicton romain qui disait les plus corrompues républiques ont plus de lois, et maintenant c'est littéralement exact. Mais ça n'aurait pas d'importance si en 10 ans on trouverait un progrès, mais maintenant on ne trouve pas ce progrès. Alors je ne dis pas que ça c'est final, c'est pas final du tout. Bien sûr, ils ont adopté beaucoup de lois parce qu'ils étaient les plus corrompus, mais quand même le malheur fait qu'on ne voit pas d'évolution. Il y a même des endroits où, parce qu'on a des instruments qu'on a développés, par exemple, moi j'ai un instrument pour les finances des partis politiques. Et je fais corréler cet instrument sur les finances des partis politiques. Simplement, c'est l'ampleur de la législation, toutes les restrictions qu'il y a sur le financement des partis politiques. Et je fais corréler ça avec toutes les mesures qu'on a de corruption. Et ce qu'on trouve, c'est que plus de restrictions, plus de corruption. Probablement, parce que ce qui se passe, c'est que, comme on introduit des régulations nouvelles, les politiciens ou tout ce qu'ils font, c'est qu'ils font recourir plus de processus à procéder complètement illégal. Bon, ils vont vraiment aller dans le noir. Tandis que plus de transparence de finances politiques, c'est bon. Voilà, alors c'est pas plus de restrictions, mais plus de transparence. Mais pour savoir ça, il faut vraiment avoir des données, il faut vraiment documenter un numéro significatif de pays pour comprendre ce qui se passe. Ce que vous voyez dans ce graphe, c'est en effet l'évolution que je vous ai présentée, la manque d'évolution que je présentais dans le graphe précédent. Les pays qui sont en vert, ce sont les pays qui vont évoluer, et seulement les pays qui ont déjà un état de droit
qui sont en effet au-dessus du moyen de l'état de droit sur l'échelle de Banque mondiale, qui est la petite colonne verte là-bas. Et cette petite colonne verte est moins de 0,035, alors c'est presque rien. Mais quand même, c'est sur le plus. Ce que vous voyez sur le rouge, ce sont les pays qui ont évolué, et alors ce sont les pays qui sont en dessus la moyenne d'état de droit, qui ont aussi évolué sur le contrôle de corruption, et aussi les pays qui ne sont pas libres. Les pays qui ne sont pas libres ont vraiment allé en bas. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en effet, avoir un état de droit, appliquer la loi également à tout le monde, et être une démocratie, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Ça, c'est clair. Pour rechercher plus déterminant que ça, on a bâti cet index d'intégrité publique que vous trouvez sur cette website. On l'a lancé à OECD il y a un an, OCDE, pardon. Et maintenant, on l'a pour 115 pays, ce qui est assez bon. On est limité par l'index de transparence fiscale parce qu'on utilise une fraction de Open Budget Index. On utilise 12 questions qui sont les plus corrélées avec la corruption. Alors, qu'est-ce que c'est cet index? Cet index est un facteur, un principal component, réalisé par l'analyse factorielle entre des facteurs qu'on a supposés théoriquement, dans la base de recherche précédente, qu'ils sont très corrélés avec la corruption. Et il y a 6 éléments, je vais vous présenter tout. Mais qu'est-ce que l'avantage de l'index sur la Corruption Perception Index de Transparency International ou sur l'index de perception, c'est que les 6 éléments sont complètement transparents. Alors, on a eu un cas de progrès, petit progrès en Indonésie l'année passée. On sait pourquoi l'Indonésie a évolué positivement. On a aussi un cas de régresse, par exemple, vous le voyez à la droite de la carte, qui est l'Hongrie. On sait pourquoi l'Hongrie est pire, c'est parce qu'en effet, un des composants de l'index, c'est la liberté de la presse. Et l'Hongrie a perdu sur la liberté de la presse, et alors ils ont perdu aussi sur cet index. Je peux vous dire, après 2 ans, qu'il n'y a pas d'évolution de l'un à l'autre. Enfin, on n'en sait rien, mais quand même, sur ces 6 composants qui sont objectifs, on ne voit pas vraiment d'évolution. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est à chaque pays, vous pouvez voir chaque pays sur la website et les comparer contre son groupe de revenus et contre sa région. Voir exactement ce que ces pays font de mieux ou ils font de mauvais en les comparaison avec leurs voisins, je sais pas. Dans l'Union européenne, qui est la plus développée du monde, on a des différences significatives et on peut parler, et je crois que c'est presque la seule région du monde où on peut parler clairement de corruption politique et de corruption bureaucratique. À l'Union européenne, la confiance publique est tombée après la crise et puis la confiance dans les administrateurs est récupérée, comme vous pouvez voir dans le graphique. La ligne bleue, ce sont les politiciens corrompus. Alors les gens actuellement perçoivent que les politiciens sont de plus en plus corrompus, tandis que la ligne qui va en bas, la ligne orange, ce sont les fonctionnaires publics que les Européens regardent de façon plus favorable, surtout les Européens dans l'ouest de l'Europe. Et ça montre une tendance assez intéressante parce que ça montre de toute façon qu'il y a des choses qui ne sont pas directement liées à l'administration, qu'il faut réformer pour que les gens perçoivent que la classe politique, totale, comme on le dit en Italie, classe politique, dans les pays corrompus, on a cette expression, classe politique. Je n'ai jamais entendu parler de classe politique dans l'Angleterre ou dans les États-Unis, mais à mon pays d'origine, Roumanie, on parle toujours de classe politique, ce qui en effet veut dire que tous les politiciens sont corrompus. Et bien sûr que ça c'est mauvais pour la démocratie, mais c'est ce qu'on parle aussi en Italie et pour tout. Et maintenant, on a vraiment un score terrible en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier Eurobaromètre. La dernière Eurobaromètre, pour qui j'écris les questionnaires, pour la Commission européenne, si on demande aux Européens est-ce que le service public, il y a 2 questions séparées pour le service public et pour le secteur privé en Europe, fonctionne sur la base de mérite versus sur la base de connexion ou de pot au vent. Est-ce que vous avez aucune idée de ce que les Européens disent? Ils sont plus de 60% en moyenne dans les pays de l'Union européenne, qui est quand même
on aime croire, le continent le moins corrompu au monde. Alors s'il est 60% en Europe, dans l'Afrique subsaharienne ou d'autres pays vraiment pauvres, où la corruption est chez elle, ça peut être beaucoup pire que ça, ou en Roumanie, excusez-moi. Je vais donner simplement l'exemple de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est dans l'index? Qu'est-ce que notre recherche nous a fait inclure? L'index est fait par proxy, ce qui est de toute façon des approximations. On a dû avoir des choses qu'on mesure d'une façon permanente parce qu'on veut produire l'index toujours. Et l'idée est assez simple. L'idée, c'est le contrôle de corruption. C'est un équilibre entre des opportunités pour corruption et des contraintes. Par contrainte, je ne comprends pas seulement des contraintes légales, mais aussi les contraintes que la société peut mettre. Disons, les habitants d'un village qui ne vont pas laisser le maire faire un abus. Et le maire ne fait pas l'abus parce qu'il sait qu'il rencontrera ces résistances. Et du côté des opportunités, on a mis la transparence fiscale, les 12 questions de Open Budget Index, la simplicité administrative, qui est une fraction de doing business de la Banque mondiale, c'est le temps d'enregistrer une affaire, le temps de la fermer et le temps de payer taxes. Et puis la bureaucratie export-import qui a la même source et qui est simplement le numéro de journée qu'on passe à importer ou exporter. Les contraintes de notre côté sont l'indépendance judiciaire, qui est le seul élément que je n'aime pas vraiment, parce que c'est le seul élément qui est complètement basé sur les faits. C'est l'index qui vient du sondage de Global Competitiveness Report. Alors, il y a en moyenne 90 experts par pays qui disent ça, mais quand même, ce n'est pas directement basé sur faits. C'est le seul élément qui a encore un sondage dans mon index et on travaille à changer ça. Liberté de la presse, qui sont quelques questions, tous basées sur le fait de Freedom House. Et mobilisation citoyenne digitale. Vous allez me demander ce que c'est. Voilà, ça c'est corrélé. 70% avec la corruption, c'est le numéro de gens qui ont une connexion d'Internet par household et qui sont connectés par Facebook. Parce que c'est en effet un proxy de la capacité des citoyens de réagir, d'utiliser les instruments digitaux. Quand on a travaillé pour la Commission européenne, pour l'Europe, on a fait quelque chose encore meilleur qui s'appelle e-Government Services Use. Mais on n'a pas ça pour tout le monde. Alors le numéro, le pourcentage de la population qui utilise les services électroniques du gouvernement. Mais ça, on n'a pas pour plus de 100 pays. Et alors, on a dû se contenter avec mobilisation citoyenne digitale, qui de toute façon explique beaucoup. Alors, je crois qu'elle est bonne là-bas. Voilà. Quelques exemples du pays qu'on est dans ce panel pour voir un peu. Commencer. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai inclus deux données de le sondage le plus récent, qui est le Global Corruption Barometer de Transparency International. Et ils ont fait ça dans plus de 100 pays. Et aussi les composants objectifs de l'index. Et si vous voyez dans l'index d'intégrité publique, comme d'autres fois, comme aussi dans la Transparency International Corruption Perception Index, la Estonie est passée devant la France. La Estonie est le plus spectaculaire cas de succès du monde. En effet, dans les derniers 40 ans, on a seulement 7 pays qui ont évolué d'être corrompus à être maintenant assez proches de l'intégrité. Et l'Estonie, qui est enfin proche de nous, est vraiment un grand succès. Et je dis à tout le monde que les pays qui ont les moyens, alors ils ont une population qui est déjà alphabétisée, et des autres, ils doivent étudier ce que l'Estonie a fait parce que c'est un grand succès. Voilà, alors l'Estonie est maintenant le champion, puis la France que personne ne surprend pas. La Roumanie a progressé sur 7 sur 7, ce qui n'est pas du tout mauvais. La Tunisie, en effet, n'est pas mieux que Maroc. En effet, ils sont pires que Maroc. Et le Bénin, voilà. Et ce qu'on peut faire, ici, mon argument, c'est qu'en effet, c'est très simple ce qu'il faut faire. Si on regarde qui sont les composants de l'index, simplicité administrative, bureaucratie, transparence fiscale, liberté de la presse, on a comme une carte de réforme. Je ne dis pas que ça, ce sont toutes les réformes qu'on doit faire, mais je dis que ça, ce sont des réformes claires
qui ne met personne en prison, alors personne ne devait s'opposer à moi, partiellement à ces réformes, et qu'on peut immédiatement essayer de le mettre en pratique. Voilà. Et autrement, il y a des résultats assez amusants ici. Si vous voyez, la France, sur la liberté de la presse, a maintenant une situation assez mauvaise. Ça m'a surpris, mais pas tellement, parce que je viens chaque année à l'OECD, là, je suis à Speaker à l'Intégrité, et cette année, j'ai reçu des téléphones de journalistes français qui me demandent de leur donner un affidavit pour leur procès. Et qu'est-ce que je devais dire en affidavit? Je devais le dire que dans le monde académique, il y a aussi de corruption légale, alors qu'on peut aussi utiliser le mot corruption dans des situations qui ne sont pas illégales, par exemple pour profiter du conflit d'intérêts. Voilà, la terme corruption légale existe depuis 15 ans, c'est dans un papier de Daniel Kaufmann de World Bank, que j'étais absolument surpris en apprendant que c'est moi, comme un académique, qui doit me présenter à ces procès de ces journalistes, parce que non, vraiment, un d'entre eux a été, je comprends, il a été impliqué par une association de maires, parce qu'il a écrit en général dans un article, c'est un type qui a travaillé pour Reuters, alors il n'est vraiment pas quelqu'un de la presse tabloïde, parce qu'il a écrit qu'en France, beaucoup de maires profitent du conflit d'intérêts. Et alors une association formée par des maires est maintenant avec lui en justice et il a peur qu'il va perdre. Alors je crois que c'est pour ça que France a un assez mauvais score sur la liberté de la presse, qui d'ailleurs vient de Freedom House, ce n'est pas le nom. Mais quand même, ce que vous pouvez voir, c'est que les gens, si vous voulez, merci, si vous voulez, si vous regardez les deux dernières lignes d'en bas, vous voulez que la population qui a fait des paiements directement, les pauvres, paiements supplémentaires, comme on l'appelle, n'est pas très grave, n'est pas très grande. En effet, à Bénin et en Roumanie, qui sont perfectement comparables, voilà, nos deux pays, sont assez grandes. En Maroc, c'est un peu plus, j'ai peur, 44% de nos devoirs. Mais quand même, la population qui dit que c'est de corruption, c'est beaucoup plus grande que la population qui a fait ces paiements directement. Alors, ce que les gens incluent dans leur évaluation quand ils disent qu'un pays c'est vraiment corrompu, et c'est ce que le gouvernement fait de contrôler la corruption. Peut-être qu'on a un bon gouvernement, parce que la corruption vient des gouvernements précédents, mais quand même les gens apprécient si le gouvernement fait assez. Et ces questions, que si le gouvernement fait assez, est un très important déterminant de la confiance. Dans l'Union européenne, ça explique autant que la croissance économique pour la perte de confiance dans les institutions européennes pour les deux dernières élections pour le Parlement européen. Alors c'est assez important si les gens perçoivent qu'au moins le gouvernement essaie de faire quelque chose. Et vous voulez en bas qu'en effet l'Estonie a le meilleur rapport entre gens qui perçoivent que le gouvernement fait quelque chose et gens qui perçoivent que non. En France, 64 pour l'année dernière considéraient que le gouvernement ne fait pas grand-chose. Bon, ça c'est perception de nouveau, mais ce sont les mêmes gens qui vont voter, alors je crois que leurs perceptions sont assez importantes. Voilà. Les autres pages qu'on a développées, c'est cette page des instruments qu'on a développés pour pouvoir corréler les instruments qu'on a avec les résultats. Et ça s'appelle Europan.eu. Et les instruments sont sur la transparence, sur la transparence fiscale, sur la financial disclosure, les déclarations d'intérêts et de fortune, sur les législations d'acquisition publique. Et voilà. Et ce que vous voyez ici, c'est la France. Et vous pouvez voir comment ça se présente. La France est assez bien, moins dans Freedom of Information, dans l'information de la presse, où elle est en dessous de la moyenne européenne, par exemple. Mais je ne dis pas, au contraire, qu'il y a une corrélation entre les instruments qu'on a et les résultats. Mais on ne peut pas savoir quel instrument fonctionne bien et quel non si on ne le documente pas et on ne fait pas ces corrélations. Alors ce que je sais, c'est par exemple si on a la plus grande législation de conflit d'intérêts, ça ne suffit pas. Il faut avoir le conflit d'intérêts, il faut avoir les déclarations d'intérêts et de fortune de tous les politiciens et tous les